Cela fait 12 ans qu'il ne supporte pas qu'on lui pose la question. Avez-vous, oui ou non, reçu de l'argent liquide de Lily pour financer votre campagne de 2007? Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Vous en avez parlé Vous vous-même n'avez hier pas soir. honte. Nicolas Sarkozy et une partie de son entourage ont-ils violé la loi pour tenter de fragiliser les accusations de financement libyen de la campagne de 2007? Complément d'enquête sur une rocambolesque affaire dans l'affaire que les juges ont surnommée l'opération Sauver Sarko. Bonsoir, dans quelques mois, Nicolas Sarkozy va de nouveau se retrouver devant le tribunal, cette fois pour être jugé dans l'affaire sans doute la plus embarrassante le concernant. À l'origine des soupçons de financement de sa campagne de 2007 par le colonel Kadhafi, il y a notamment les confidences d'un homme d'affaires, le sulfureux Ziad Takieddine. Un témoin capital qui était publiquement revenu sur ces accusations il y a 3 ans. Nous l'avons retrouvé au Liban où il est en cavale. Il affirme aujourd'hui qu'on lui aurait promis des millions pour blanchir Nicolas Sarkozy. Ils vous ont proposé de changer vos propos en échange d'argent. Vous le confirmez? L'objectif, c'est de sauver Sarkozy. À tout prix. Dans une nouvelle enquête pour subornation de témoins et association de malfaiteurs, la justice a mis en examen une dizaine de personnes. Un drôle d'attelage qui mêle anciens présidents, paparazzi, généreux donateurs et quelques barbouzes. Plusieurs ont accepté de nous livrer leurs témoignages sur cette opération qui aurait dû rester secrète. C'est pas évident pour un ex-président de dire qu'il connaît une personne comme moi. C'est tout à fait logique. Après, à un moment donné, il y a les faits. On va pas mentir 107 ans. Pour parler de l'ancien président et de l'avenir d'une droite qui semble orpheline depuis son départ, on recevra dans les fauteuils rouges un fidèle de Nicolas Sarkozy, son ancien conseiller spécial à l'Élysée, Henri Guénaud. Ce sera juste après l'enquête de Thomas Lelon, Soigny Thébault et Pierre-Louis Devet. C'est l'histoire d'un justiciable qui ne passe jamais inaperçu. À chaque fois qu'il se rend au tribunal, il est accueilli par une nuée de caméras. Depuis quelques années, l'agenda de Nicolas Sarkozy est ponctué de gardes à vue, d'interrogatoires, d'audiences correctionnelles. En ce jour de mai dernier, c'est le délibéré d'un procès en appel qu'il vient chercher. Celui de l'affaire Bismuth. Pendant plusieurs mois, les magistrats se sont mis à écouter les 2 lignes de téléphone de l'ancien chef de l'État. Selon la Cour d'appel, Nicolas Sarkozy s'est servi de son statut d'ancien président pour promettre une gratification à un magistrat pour servir son intérêt personnel. Quelques minutes seulement après son arrivée, le délibéré tombe. Nicolas Sarkozy vient d'être condamné pour corruption active et trafic d'influence à 3 ans de prison, dont 1 an ferme. Monsieur le Président, un petit mot sur cette condamnation. Est-ce que vous craignez d'aller en prison? Jamais une peine de prison ferme n'avait été prononcée à l'encontre d'un ancien président français. Un pourvoi en cassation, aussitôt déposé par son avocate, suspend pour l'instant cette peine. Nous ne lâcherons pas ce combat-là, qui est un combat juste, face à une décision particulièrement inique et injuste. Et ce combat judiciaire est loin d'être le seul pour Nicolas Sarkozy. En plus de l'affaire Bismuth, l'affaire Big Malion sur les comptes de campagne 2012. Ou plus récemment, l'enquête Réseau Garantia, portant sur ses activités de conseil en Russie. Mais le dossier le plus sensible, c'est peut-être le présumé financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007.
Nicolas Sarkozy est aujourd'hui soupçonné d'avoir bénéficié des services d'une sulfureuse équipe qui aurait influencé un témoin pour tenter de le disculper. Il souriait, Nicolas. Nous allons vous raconter cette incroyable affaire dans l'affaire. L'opération Sauver Sarko. C'est la fin d'un règne qui aura duré 42 ans. Un dictateur lynché à mort. Automne 2011, le peuple libyen se libère par les armes de Mouammar Kadhafi. Alors que la France soutient cette révolution, le président Sarkozy s'attire les foudres du fils Kadhafi. Tout d'abord, il faut que Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale. C'est nous qui avons financé sa campagne et nous en avons la preuve. Ces accusations sont ensuite relayées en France par un intermédiaire franco-libanais, le controversé Ziad Takedine. De l'argent a été versé. Oui. Par qui? Par les autorités libyennes, notamment Mouammar Kadhafi. À qui? À Nicolas Sarkozy et Claude Guéant. Après 11 ans d'enquête tentaculaire, j'ai été interrogé des centaines d'heures. 13 personnes, dont Nicolas Sarkozy, sont sur le point d'être jugées pour le supposé financement illégal de la campagne de 2007. Mon patrimoine, celui de mes enfants, ceux de ma femme et même de ma mère, a été sur les 14 dernières années lasérisé. Vous m'entendez? Lasérisé. Nicolas Sarkozy a toujours clamé son innocence. En novembre 2020, à la surprise générale, son principal accusateur se rétracte dans les médias. Monsieur Sarkozy n'a pas eu un financement libyen pour la campagne présidentielle et je l'ai dit haut et fort. Le problème, c'est que ce revirement n'aurait rien de spontané. Depuis plus de 3 ans, des dizaines d'heures d'écoute téléphonique, des perquisitions et même quelques séjours en prison laissent apparaître les contours d'un cabinet noir qui aurait manœuvré pour que Ziad Takedine change de version et blanchisse publiquement Nicolas Sarkozy. Oh, j'étais content, j'ai fait le scoop de l'année, je vais sauver Sarkozy. Pendant des mois, nous avons approché chacun des mises en examen dans ce dossier. Certains ont accepté de nous livrer leurs témoignages. Je joue le carte sur table avec vous. Et je ne ferai pas d'autres interviews, je ne ferai pas d'autres journaux, jamais. Cette affaire, que les magistrats estiment d'une gravité majeure, a pris un nouveau tournant le 6 octobre dernier. Après 30 heures de face-à-face entre l'ancien président et un juge d'instruction. L'ancien chef de l'État est mis en examen pour recel de subornation de témoins et pour association de malfaiteurs. Nicolas Sarkozy a-t-il joué un rôle dans cette opération dont l'un des objectifs était d'éteindre un autre feu judiciaire? Si c'était une série, on dirait le scénario est invraisemblable. Révélation sur une affaire potentiellement explosive pour l'ancien président. Le témoin clé de cette intrigue est un homme en cavale. Condamné à 5 ans de prison en 2020 en France dans l'affaire Karachi, Ziad Takedine s'est mis à l'abri au Liban, où nous sommes allés le chercher. Depuis 2 ans, il avait comme disparu. Les pires rumeurs circulaient à son sujet. Il n'en a plus pour très longtemps, nous avait même confié l'un de ses proches. Cet automne, pourtant, l'insaisissable septuagénaire nous a rappelés et donné rendez-vous à Beyrouth. On vous disait ruiné, en prison, malade, fou.
Mais vous êtes toujours là? Bien sûr. Bien sûr. Nicolas Sarkozy vient d'être mis en examen 2 fois pour recel de subornation de témoins et association de malfaiteurs dans le cadre d'une interview que vous avez accordée. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait un grand plaisir. Parce que finalement, on commence à m'écouter. Vous pensez lui faire peur à Nicolas Sarkozy? Je fais peur à Nicolas Sarkozy au point qu'il me considère que je suis son plus grand ennemi. Ça me fait de l'honneur d'être un ennemi d'un escroc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez des mots durs. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'il m'attaque en diffamation? J'aimerais bien. Qu'il m'attaque en diffamation, on va se défendre devant le juge. Et on va lui dire sa vérité en face, devant la justice. OK? Celui que ses détracteurs surnomment Zigzag Takedine tant ses déclarations ont fluctué, a semble-t-il retrouvé toute sa verve contre Nicolas Sarkozy. Il veut nous livrer des détails sur les coulisses de sa rétractation qui en 2020 a fait grand bruit. Je vois dans le journal, info spéciale, la vie des stars, la politique, paparazzi, scoop, scoop sur ma vie. Paparazzi, scoop sur ma vie. Justice avec le revirement d'un homme clé dans l'affaire du financement libyen. Oui, c'est une volte-face que personne n'attendait. C'est un revirement à 180 degrés. Le coup de théâtre se voulait retentissant. Le scoop, magistral. De ceux qui se répercutent de la vieille garde sarkozyste au banc de l'Assemblée. Des plateaux de télévision au bureau d'un juge. Et tout commence par une interview de Ziad Takedine, parue en novembre 2020 dans Paris Match. Sarkozy n'a pas touché un centime, cash ou pas cash, pour l'élection présidentielle. C'est ce que j'ai toujours dit. Dans la foulée, BFM TV diffuse une courte vidéo. Monsieur Sarkozy n'a pas eu un financement libyen pour la campagne présidentielle, ni M. Kadhafi ne pouvait le faire parce qu'il ne le faisait jamais. Et je l'ai dit haut et fort. Des déclarations en contradiction avec ce qu'il a toujours soutenu. Ce jour de novembre 2020, une certaine fébrilité s'empare de la rédaction de BFM TV. À l'époque, moi je suis rédacteur en chef à BFM TV. Je m'occupe de la tranche du soir. Et vers 15-16 heures, je suis convoqué par la direction de l'information. Et là, je sens que c'est important. La porte est fermée. Et on me fait rentrer, on dit « Écoute Romain, ce soir on est sur un gros coup. On a une déclaration de Ziad Takedine sur le financement présumé de la campagne de Sarkozy. » C'est un scoop. Mais le journaliste, qui a quitté la chaîne depuis, n'est pas très à l'aise. Moi, je reçois le sonore qui est déjà pré-mâché, qui n'a pas été tourné par un reporter de BFM TV. Et donc, le sonore fait 29 secondes. Donc déjà, c'est très étonnant. Et là, j'écoute, là, au casque, devant mon poste. Et là, j'entends Ziad Takedine mal fagoté, le micro qui pendouille, assis sur un banc, je ne sais pas trop d'où il parle. Et on a l'impression que Ziad Takedine récite, annonce un texte. Limite, il y a un prompteur, il y a des pancartes derrière lui. Direct, je trouve que le truc est foireux. Après, c'est une décision de la rédaction en chef de BFM TV, de la direction de l'info, de mettre ça à l'antenne. C'est présenté comme une exclusivité BFM TV / Paris Match, donc on le met à l'antenne. Paris Match. Le magazine appartient à l'époque au groupe d'Arnaud Lagardère. Bon choix. Donc je vous présente quelqu'un qui est un peu un frère pour moi. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Nicolas Sarkozy. Arnaud Lagardère est de longue date un ami de Nicolas Sarkozy. C'est aussi un partenaire d'affaires. Depuis 2020, l'ancien président siège au conseil de surveillance du groupe. Qui dirige à l'époque la rédaction de Paris Match? C'est Hervé Gattegno. C'est intéressant de noter que depuis le début de l'histoire libyenne, Hervé Gattegno
a toujours mis beaucoup de réserves sur cette histoire. Donc on peut se demander si vous servez les intérêts de Nicolas Sarkozy. C'est une question qui se pose. Non. Croyez-moi, tout cela n'a rien à voir. Nicolas Sarkozy est étranger pour ce qui nous concerne à cette affaire et à notre traitement journalistique. Plus tard, l'enquête révélera de nombreuses communications entre le journaliste et l'ancien président qui interrogent les juges. Selon cette facture détaillée, entre les préparatifs de l'interview et après sa diffusion, Hervé Gattegno reçoit 21 appels du portable ou des bureaux de Nicolas Sarkozy. 21 appels en un mois. Contacté, l'ancien directeur de Paris Match affirme qu'un seul de ces appels, au lendemain de la publication, concernait la rétractation de Ziad Takieddine. Une vidéo qui sème le doute sur BFM, une interview parue dans un journal qui appartient à un proche, et un ancien président qui s'empare immédiatement de ce revirement. 1 heure à peine après la diffusion sur BFM TV, Nicolas Sarkozy annonce sur Facebook que son avocat va demander une annulation de sa mise en examen. J'ai toujours dit que la vérité finirait par triompher. Elle est en chemin. Bonjour, Monsieur le Président Nicolas Sarkozy. Et le surlendemain, il réagit longuement sur BFM TV. J'ai reçu des milliers de lettres depuis les dernières déclarations de M. Takieddine. Ça me bouleverse. Est-ce que c'est normal qu'un ancien président de la République soit traîné dans la boue, comme je le suis depuis 8 ans, sur les seules déclarations d'un individu qui a menti? Mais l'affaire libyenne ne repose pas uniquement sur les accusations de Ziad Takieddine. C'est en tout cas ce que le parquet national financier tient à rappeler à l'époque. Les mises en examen intervenues dans ce dossier s'appuient sur des indices graves ou concordants qui ne se limitent pas aux déclarations d'une seule personne. Beyrouth, ton horizon m'appelle. Interrogé sur ses déclarations par des juges au Liban en janvier 2021, Ziad Takieddine reviendra finalement à sa version initiale. Ta beauté me séduit. Il affirme que Nicolas Sarkozy aurait bien touché de l'argent libyen pour sa campagne. Beyrouth. Pourquoi autant de volte-face? Le changement de version de Ziad Takieddine a-t-il été téléguidé? Un jour, la vérité va sortir. Et elle va sortir, elle va finir tout le monde. Hein. Et monte dans mon cœur. Il affirme qu'un marché lui a été proposé. Pas par les journalistes, mais par des personnes qui les accompagnaient. Ils vous ont proposé de changer vos propos en échange d'argent. Vous le confirmez? Ils pensaient m'acheter avec des millions d'euros. Mais vous dites pas, c'est quand même bizarre qu'ils me proposent de l'argent. Nous, quand on vous a appelé, on vous a pas proposé d'argent en échange de l'interview. Je me dis c'est bizarre, mais une bizarrerie de plus, une bizarrerie de moins, c'est rien du tout. C'était quoi pour vous leur objectif? Leur objectif, c'est de sauver Sarkozy. À tout prix. Vous pensez que Nicolas Sarkozy ou des gens de son entourage puissent être impliqués dans cette opération de subornation? Ah oui, c'est lui qui... Oui, bien sûr. Le journaliste de Paris Match nous assure qu'il n'était absolument pas au courant d'une éventuelle transaction financière. Tout comme le directeur de la rédaction de BFM, Marc-Olivier Fogiel. Évidemment jamais. Jamais entendu parler ni imaginé un échange financier. Il nous dit aussi avoir pris toutes les précautions nécessaires lors de la diffusion de cette interview. Les enquêteurs, eux, se sont vite intéressés à un petit groupe. Ceux qui auraient proposé de l'argent à Ziad Takieddine et que Nicolas Sarkozy lui-même
qualifie face à un juge de bande de pieds nickelés. Les honneurs descendent sur la ville. Ça vous paraît bizarre? C'est peut-être qu'on est débile, c'est peut-être par désespoir. Du moins, c'est ce que disent les journaux du soir. Quand on arrive en ville. À la manœuvre pour organiser l'interview choc de Ziad Takieddine, ils étaient une petite dizaine, un drôle d'attelage à vrai dire. Ont-ils monté de toutes pièces cette rétractation pour voler au secours de l'ancien président? Et si oui, à quel prix? Tous sont mis en examen. Aux manettes, il y aurait une proche de Carla Bruni, Mimi Marchand, la reine de la presse people. Une connaissance de Nicolas Sarkozy, David Layani, homme d'affaires millionnaire. Et Pierre Reynaud, un richissime marchand de biens. Mais aussi deux hommes connus de la justice pour diverses escroqueries, Thomas Enland, scénariste, et surtout Noël Dubu, un aventurier tendance barbouze. Il serait l'homme orchestre de cet incroyable imbroglio. 3 fois mis en examen dans cette affaire, notamment pour subornation de témoins, Noël Dubu est libre, sous contrôle judiciaire. Bonjour. Tout le monde m'a dit non, même mes avocats. Pourquoi les avocats vous disent non? Vous avez complément d'enquête une très mauvaise réputation. Oh non. D'ordinaire très discret, il a exceptionnellement accepté en octobre dernier de nous livrer sa version de l'opération Sauver Sarko, comme il l'appelle. Alors même qu'à l'autre bout de Paris, l'ancien président de la République est ce jour-là contraint de s'expliquer sur cette affaire. Vous savez où est Nicolas Sarkozy? Chez le juge d'instruction depuis hier. Ouais, c'est ça. Il a fini à 19h30, il a refondé ça là. Et vous avez été réentendu? Je pense qu'après, oui. Oui. Alors, venez. Son casier judiciaire que nous avons pu consulter parle pour lui. Des escroqueries en tout genre depuis une trentaine d'années. Lui préfère raconter une histoire plus glorieuse, celle d'un agent officieux au service de la République, côté trouble. On vous décrit comme un escroc, un barbouze, un mythomane. Comment est-ce que vous vous définissez? On va dire que j'ai travaillé pour différentes sociétés ou différentes institutions, gouvernements, services aussi, de police. Et disons que parfois je me trouve au mauvais endroit au mauvais moment, voilà. En bonhomme de l'ombre, Noël Dubu nous a demandé de ne pas éclairer son visage. Tantôt mercenaire, aux nombreux alias, tantôt, comme sur ses cartes de visite, conseiller spécial auprès de dignitaires africains. Nous avons pu consulter des notes du renseignement intérieur français, récemment déclassifiées. Noël Dubu, 56 ans, est fiché par la DGSI depuis 1999. Depuis, il est constamment dans le radar des services secrets, comme ici en 2018. Noël Dubu, personnalité trouble et atypique, volontiers affabulateur, est défavorablement connu du service en raison de ses activités d'intermédiaire, notamment dans le domaine de l'armement, principalement à destination de l'Afrique. J'ai rencontré Ziad en 2011-2012. On est devenus très très proches au fil des semaines, au fil des mois. Cette vieille connaissance, c'est l'atout maître de ce roi du bluff, champion du billard à 3 bandes. Le point de départ de l'opération Sauver Sarko. L'été 2020, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont approché pour savoir si j'étais toujours en contact avec Takieddine. Et des gens qui voulaient savoir si Ziad était capable, moyennant une somme d'argent à l'époque, de revenir sur sa déposition initiale. J'ai appelé Ziad à l'époque, qui m'a dit oui. Quelle est la situation à l'époque de Ziad Takieddine? Pourquoi il accepte? Ziad Takieddine n'a plus d'argent. Mais quand je dis qu'il n'a plus d'argent, c'est qu'il n'a même pas 20 € sur lui. Et je vais rencontrer Mimi Marchand un soir. Michel Marchand, l'ami des stars. Très proche notamment
de Marc-Olivier Fogiel, le patron de BFM qui a diffusé l'interview de Ziad Takieddine. Les paillettes d'un côté, de l'autre, plusieurs séjours en prison, des liens passés avec le banditisme. Ce qui ne l'empêche pas, à partir de 2016, de conseiller le couple Macron sur son image. Son rôle d'alors, elle l'explique dans l'unique interview télévisée qu'elle est accordée. Vous donnez des conseils ? Non, j'ai pas des conseils. Je dis, je suis pas sûre, à mon avis, parce que je lis toute la presse, moi. Donc ça me paraît pas terrible. La reine des paparazzis est ici photographiée en 2017 à l'Élysée dans le bureau d'Emmanuel Macron, juste après sa victoire à la présidentielle. Depuis des années, elle offre aussi à Nicolas Sarkozy les unes les plus avantageuses. Je sais que Mimi Marchand connaît depuis de nombreuses années Carla et qu'elle est très très proche d'elle. Elle l'évoque ? Oui, en disant que Carla dit que Nicolas Sarkozy est très peiné, entre guillemets, pour ne pas employer d'autres termes, de ce qui lui arrive. Et là, elle a voulu protéger Carla Bruni et Nicolas Sarkozy. Les services secrets français, eux, vont encore plus loin. En décembre 2020, la DGSI rédige cette note. Michel Marchand œuvre pour le compte de Nicolas Sarkozy. Un caractère extraordinaire, mais très dur et très sûr d'elle. Donc un personnage. Alors Mimi Marchand et Noël dans un même endroit, c'est spectaculaire. Hein. Thomas Enlend, scénariste, a présenté Noël Dubu à Mimi Marchand. Assez vite, ils en viennent à discuter de Ziad Takieddine et de la possibilité de l'interviewer. Son idée, c'était de faire un scoop. Et ce scoop avait d'autant plus de valeur qu'il allait innocenter un ami. Ça, je suis persuadé. Nicolas Sarkozy. Ouais. Donc ça l'a motivé encore plus que pour un scoop classique. Et Mimi va me demander gentiment si j'ai toujours un contact avec Takieddine et si on peut faire une interview. Et Noël, lui, de son côté, il se dit, bah, moi, si je participe à créer un scoop sur Takieddine, qui en plus va sauver Sarkozy, bah, on va se rendre compte que moi, Noël Dubu, je vais faire quelque chose de spectaculaire et qui va prouver en plus que je suis dans les réseaux. Je dis OK et j'appelle Ziad depuis le bureau de Mimi. Et Ziad va répondre « OK, il n'y a pas de problème ». Nicolas Sarkozy était-il au courant de ce qui se tramait ? C'est l'une des questions au cœur de cette enquête. Allô ? Ouais, moi Hervé, c'est Arnaud. Ça va, patron ? Ah putain, tu t'amuses toi en ce moment. Une conversation interceptée le 5 juin 2021 entre Arnaud Lagardère et Hervé Gattegno, le patron de Paris Match de l'époque, semble le confirmer. L'erreur que fait Mimi, c'est que voulant bien faire, elle a prévenu Sarkozy. Quand je l'ai su, j'ai été fou furieux. Je suis allé la voir et je lui ai dit « Mimi, tu me fais chier. C'est de la folie d'avoir prévenu Sarkozy. » Ça fait des années qu'il essaie de faire reconnaître son innocence et d'un seul coup, on lui apporte ce truc. Comment veux-tu qu'il résiste à ce truc-là ? Et puis, tu connais Sarko ? Il veut se mêler de tout, tu vois. Il veut prendre la main. Lors d'une audition en juin 2023, dévoilée par Libération, l'ancien président reconnaît effectivement avoir croisé Mimi Marchand à l'époque. Dans la première moitié d'octobre 2020, Madame Marchand sort du bureau de ma femme. Carla me dit « Mimi peut avoir une très bonne nouvelle pour toi ». Madame Marchand me dit « Monsieur Takieddine veut revenir sur ses accusations contre vous ». J'éclate de rire. Mais en octobre dernier, face au juge, il niera finalement avoir eu connaissance en amont du fond de l'affaire. Une version soutenue par un autre témoin lors d'une audition révélée par Mediapart, celle de son épouse, Carla Bruni. Mimi Marchand a-t-elle demandé ce soir-là à votre mari son accord pour aller procéder à l'interview de Ziad Takieddine ? Pas du tout.
elle ne s'est jamais adressée à mon mari pour lui parler de cette interview. La seule fois où elle a parlé à mon mari de cette interview, c'était après, sur mon téléphone. Mon mari a alors dit à Mimi « Ah bah, bravo pour ce scoop !» Et il la remercie. On se retrouve avec Mimi Marchand à l'aéroport, à Roissy. Le 22 octobre 2020, Noël Dubu et Michel Marchand donnent le top départ. Décollage immédiat pour Beyrouth, voyage en première classe. Mimi part avec un journaliste, un photographe, et moi je pars avec mon assistante. L'idée, à partir des questions, c'était de prouver que Ziad Takieddine n'avait pas donné d'argent à Nicolas Sarkozy. L'interview papier de Ziad Takieddine est réalisée par le journaliste de Paris Match. Ensuite, rendez-vous est pris dans une marina de la ville. Au programme, séance photo et vidéo avec un photographe choisi par Mimi Marchand. Depuis Paris, Thomas Enlend nous dit suivre en temps réel le déroulement des opérations. Je sais globalement ce qui se passe. Je sais que l'interview se passe bien. Et qu'ils ont ce qu'ils veulent. Ils ont ce qu'ils veulent, c'est-à-dire que Takieddine innocente Nicolas Sarkozy. Ouais. Exactement. Il va dire textuellement, je n'ai pas donné ni directement ni indirectement d'argent à Nicolas Sarkozy. Et il n'y a pas eu de financement de campagne présidentielle de M. Sarkozy. Est-ce qu'il a été poussé d'une manière ou d'une autre? Il l'a dit spontanément? Par rapport à la question du journaliste de Paris Match, il l'a dit spontanément, oui. Est-ce qu'ils vous ont suggéré de dire des phrases? Oui, une dame qui s'appelle Mimi Marchand. Elle m'a suggéré. Comment? Elle m'a dit, pourquoi vous ne dites pas ça? Il fallait parler du financement libyen de Sarkozy. Alors, il pensait vous acheter avec des millions d'euros. Combien? 4 millions, 5 millions, etc. J'ai dit, mais oubliez ça. Si j'avais des millions, La somme de 4 millions d'euros vous a été proposée? Oui. Par qui? À travers Dubus qui a demandé à Mimi Marchand, qui elle me l'a transmise, etc. Cette promesse mirobolante, Noël Dubu la confirme aux enquêteurs. Pour la financer, il évoque un certain Pierre Reynaud, marchand de biens à Paris, qui l'aurait approché à l'été 2020. Il m'a demandé combien il fallait pour sortir Sarko de cette merde. Je vais lui dire, je ne sais pas à l'époque. Il me propose 4 millions pour Takieddine et 400 000 euros pour moi. Vous maintenez? Oui. L'été 2020, Pierre Reynaud m'appelle et il me pose directement la question. Demandez à Ziad combien il veut pour se rétracter sur sa déposition. Pour trouver Pierre Reynaud, l'un des financiers présumés de l'opération Sauver Sarko, nous nous sommes rendus dans les beaux quartiers de Paris. Bonjour, c'est pour voir Monsieur Reynaud. Oui, allez-y. Merci. Il nous a reçus dans son 600 mètres carrés proche du bois de Boulogne. Après de longues semaines de tractation, ce marchand de biens 3 fois mis en examen dans cette affaire a accepté de nous livrer une interview exclusive. Monsieur Reynaud, On vous emmène. on avait envie de vous entendre. Un grand plaisir. C'est chez vous. Allez-y, installez-vous. C'était il y a 1 an et demi. Quelques mois plus tard, Pierre Reynaud était emporté par un cancer. Ouais, fermez-moi les chiens dans la cuisine. Laisse que Titi dehors. Vous êtes bon? Au moment de notre tournage, il venait de recouvrer la liberté après 3 mois de détention provisoire. Motif ?
violation de son contrôle judiciaire dans l'affaire de la rétractation de Ziad Takieddine. L'enfermement, c'est terrible. Même s'il y a eu des gens de grande qualité à mes côtés, je pense notamment à l'ancien ministre Claude Guéant ou à mon ami Jean-Luc Lahaye, c'est très dur. Pierre Reynaud, un personnage à la Audiard, le bling-bling en plus. L'été à Saint-Tropez, l'hiver à Courchevel, son séjour à la Santé, au quartier VIP de la prison, bien entendu. Ils m'ont jamais fouillé, jamais fouillé. C'est comme ça que j'ai pu ramener dans ma cellule 500 grammes de caviar et 500 grammes de foie gras. J'ai partagé avec Guéant et avec Jean-Luc Lahaye. Hein? Charitable Pierre Reynaud, même s'il a toujours nié avoir promis 4 millions d'euros en échange de la rétractation de Ziad Takieddine. À partir de l'automne 2020, en revanche, Pierre Reynaud vire 320 000 euros à une société, ANCO, dont une partie aurait atterri dans les poches de Noël Dubu. 150 000 euros d'abord, puis 170 000. Motif avancé sur l'une des factures, relations publiques, intermédiation, déplacement à l'étranger. Pourquoi est-ce que vous avez transmis 320 000 euros à Noël Dubus? Je n'ai fait que payer des honoraires à une société dont Dubu était un des actionnaires qui m'ont présenté toutes les garanties de me faire un prêt d'un fonds souverain philippin. Pierre Reynaud, moi, il me dit que c'est pour une histoire de fonds souverains aux Philippines, cet argent. Ça, c'était l'excuse, c'était l'habillage de la facture. C'est-à-dire qu'il savait pourquoi c'était? Bien sûr. Puisque depuis septembre, Pierre Reynaud m'avait demandé combien je voulais. Il me donnait 15 000 euros pour le premier voyage et 150 000 euros si je faisais l'interview. Ce qui a alerté peut-être les juges, c'est que c'est à peu près concomitant à la rétractation dans Paris Match. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je réponds que Gatineau, qui est le directeur à l'époque de Paris Match, n'a pas besoin de moi pour payer 160 000. Donc vous n'étiez pas au courant qu'ils étaient au Liban en octobre 2002? Pas du tout. Ah oui, je l'ai été. J'ai été au courant de la rétractation de Takieddine, comme tout le monde, après coup. Mais avant, jamais. Lui, Pierre Reynaud, sur ses relations avec Nicolas Sarkozy à l'époque, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il est un ami intime de Nicolas Sarkozy, de Brice Hortefeux, de beaucoup de proches de Sarkozy. Donc il se vante de connaître ces gens-là et d'être très très proche. Est-ce que vous connaissez Nicolas Sarkozy? Malheureusement pas. Pourquoi malheureusement pas? Parce que pour moi, c'est un mec qui a consacré sa vie à la France, que vous le vouliez ou pas. Alors, vous dites que vous ne connaissez pas Nicolas Sarkozy, mais suite à votre garde à vue, il y a une écoute qui est dans le dossier. J'ai eu beau soutenir que je ne connaissais pas Nicolas Sarkozy personnellement, avec tout ce qu'ils ont ramassé, il m'a foutu dans une merde, celui-là encore. On ne peut pas renier ses amis. Quand t'es ami avec un mec depuis 30 ans, qu'il est dans la merde et qu'il te demande de lui tendre la main, qu'est-ce que tu fais? C'est toujours pareil. Encore je ne m'en suis pas trop mal tiré. Mais bon, quand tout le monde a avoué, j'ai compris qu'il était mort. Bon, je suis resté sur mes positions parce que c'est plus facile. Ça sera plus facile à défendre, une position de menteur. Oui, mais vous lisez qu'une partie de l'écoute. Dans cette écoute, je parle à un de mes amis qui prend de mes nouvelles et je lui dis chaque fois qu'il y a Sarkozy dans un dossier ou qu'il y a Tapie dans un dossier, c'est le bordel. Alors, du coup, vous parlez de qui dans cette écoute? Je parle de... Je sors d'une garde à vue où pendant 2 jours, on me fait chier en me parlant de Nicolas Sarkozy, que je ne connais pas. On ne peut pas renier ses amis. De qui vous parlez? De Bernard Tapie. Interrogé sur ses liens éventuels avec Pierre Reynaud, Nicolas Sarkozy a de son côté soutenu qu'il ne le connaissait pas. Et jusqu'à sa mort, le marchand de biens a maintenu auprès de nous, comme des juges, la même ligne de défense. Noël Dubu l'aurait tout simplement escroqué.
Les 320 000 euros que vous avez versés, aujourd'hui, ils sont où? Vous savez? J'ai une petite collaboratrice qui me disait, au fur et à mesure que tu verses de l'argent à Dubu, ses vêtements s'améliorent. C'est-à-dire que quand il venait au mois de septembre, il était habillé comme un clochard, et à la fin, il était habillé en Dior. Noël Dubu a-t-il vraiment tout gardé pour lui? Nous nous sommes procurés des documents qui prouvent que des transferts d'argent vers des proches de Ziad Takieddine ont eu lieu à cette période. Le 27 novembre 2020, une amie de Noël Dubu et Lisa, son assistante, virent chacune 1 000 euros à un certain Imad El Khazen. Cet homme, nous l'avons retrouvé dans la banlieue de Beyrouth. Aujourd'hui, il y a une enquête qui est ouverte en France. Votre nom est cité dans le dossier. Est-ce que vous le saviez? Non. Qu'est-ce que ça vous fait? Surprise. Imad El Khazen est avocat. Son client, c'était Ziad Takieddine, une personne française. J'ai essayé de demander à Ziad de payer mes honoraires, qu'il ne voulait pas payer. Alors je lui dis, Ziad, c'est fini, et je veux présenter une plainte contre vous. Combien il vous devait d'argent? C'était 40 000 $. Lisa m'envoie un message sur WhatsApp disant qu'elle va s'occuper des honoraires. La somme que j'ai reçue, c'est 3 000 euros. Elle m'a dit, on envoie cet argent pour aider Ziad. Au total, selon les juges, plus de 50 000 euros ont été transférés entre novembre 2020 et avril 2021 à Ziad Takieddine ou à son entourage au Liban. Déjà, je peux recevoir de l'argent de personne parce qu'il y a une fiche rouge sur mon nom. Interpol. Donc, oublions, je ne reçois pas d'argent. Vos avocats ont touché de l'argent, en tout cas. Ils ont touché en mon nom. Je peux vous dire une chose, c'est pas loin de la vérité. Parce que c'est des gens qui sont totalement abjects, que j'ai virés. Et Nicolas Sarkozy dans tout ça. Il le martèle, il n'a rien à voir avec cette opération, ni avec les pieds nickelés, comme il les appelle. Je n'ai rien financé, je n'ai rien organisé, je n'ai rien autorisé et je n'ai rien favorisé. Je n'ai pas eu connaissance de toute l'arrière-cuisine, notamment financière. Mais les enquêteurs vont exhumer une dédicace signée de sa main sur laquelle il va devoir s'expliquer. Les policiers ont découvert que pendant toute l'opération Sauver Sarko, Noël Dubu, Mimi Marchand et les autres évoquaient fréquemment l'ancien président, mais sans jamais citer son nom. Comment est-ce qu'ils appelaient Nicolas Sarkozy, Mimi et Noël Dubus? Il appelait Zébulon. Il appelait Zébulon, c'était un personnage de dessin animé un peu énergique. Je suis là, Zébulon. Mais bon. Autre nom de code, j'ai vu Inès. Oui. Code Inès, Nicolas Sarkozy, Inès. C'est comme ça. Nicolas Sarkozy, alias Inès ou Zébulon, est mentionné dans de nombreux échanges. Juste avant le départ pour Beyrouth, elle va chez N ce soir, ça devient sérieux. À leur retour du Liban, t'es le protégé d'Inès et de Mimi. Aujourd'hui, tu ne crains plus rien. Et après la diffusion de l'interview. Rassurez Zébulon que tout va bien réellement. Et que maintenant que les fonds sont là, c'est beaucoup plus facile. Je dîne chez Zébulon et je prends l'avion pour B, lundi matin.
Pourquoi utiliser des noms de code si l'idée c'est juste de faire un scoop? Alors, je pense que le milieu des paparazzis, lorsqu'ils montent des scoops, c'est comme s'ils montaient une opération d'agent secret, de service, avec des moyens, avec des méthodes totalement de barbouze. Pour orchestrer ce scoop, l'ancien chef de l'État a-t-il tiré les ficelles en coulisses? Ou l'opération s'est-elle faite sans lui? Noël Dubu, lui, a assuré aux enquêteurs qu'il avait accompagné à 3 reprises Mimi Marchand chez Nicolas Sarkozy. La première fois que je rencontre Nicolas Sarkozy, c'est à peu près 2 semaines après l'interview faite au Liban. Donc Mimi vient me chercher, je rentre avec elle dans la propriété de Carla Bruni et de Nicolas Sarkozy. Et je suis reçu dans un des salons avec Nicolas Sarkozy et Carla Bruni. De quoi est-il question pour vous rencontrer Nicolas Sarkozy? Il me remercie d'avoir organisé l'interview avec Ziad Takieddine. Est-ce que vous espériez une faveur de la part de Nicolas Sarkozy en retour? Alors, Mimi Marchand m'a toujours dit, si Nicolas Sarkozy te propose quelque chose ou te demande quelque chose, tu dis non. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas que, pour une raison X ou Y, on dise qu'il avait participé à quoi que ce soit. Donc, Nicolas Sarkozy ne va jamais me demander si je veux quelque chose. Mimi Marchand m'avait dit que si ça se passait bien, je pourrais avoir une ouverture pour le Qatar, pour faire du lobbying après. Parce que Nicolas Sarkozy est proche de l'émir du Qatar? Voilà, on m'a parlé aussi du groupe Accor, qui pouvait peut-être me donner un poste très avantageux aussi. Mais c'est très... quand on est avec Mimi Marchand, c'est vraiment très, très ouvert, on va dire. En audition, Nicolas Sarkozy semble désormais lâcher la reine des paparazzis. On peut dire oui, elle m'a trompé. Cette dame a eu la tête gonflée à l'hélium. Allô? Madame Marchand? Oui, elle-même. Oui, bonjour Thomas. Lelon, l'appareil de France 2. Vous vous souvenez de moi? Bonjour. Oh oui, je me souviens très bien de vous. Ah. Mimi Marchand, une vieille connaissance de complément d'enquête. En pas trop mauvais souvenir, j'espère. En très mauvais souvenir, je vous remercie. Il y a 2 ans, nous lui avions consacré un portrait. Nous aurions aimé aujourd'hui la questionner sur cette affaire. Je ne parle pas du tout de ce sujet avec personne. Donc ne me soumettez rien, ne me dites rien de ce que M. Dubu vous a dit. Je ne répondrai à aucune question, ni à vous, ni à personne. Face au juge, elle a toujours dit n'avoir fait que son travail de journaliste. C'est le scoop qui m'intéressait. Ce n'est pas de rendre service à Nicolas Sarkozy. Elle admet néanmoins avoir emmené une fois Noël Dubu chez Nicolas Sarkozy. Ce rendez-vous, l'ancien président ne le conteste pas. Quand elle est sortie du bureau de ma femme le 17 décembre, elle a fait venir Noël Dubu jusqu'à l'entrée de mon domicile. Nicolas Sarkozy omet 2 rendez-vous. C'est pas évident pour un ex-président de dire qu'il connaît une personne comme moi. C'est tout à fait logique. Après, à un moment donné, il y a les faits. On va pas mentir 107 ans. La deuxième rencontre, c'est quand? C'est en décembre. J'avais acheté 4 livres et j'avais demandé à Mimi si je pouvais les faire dédicacer par Nicolas Sarkozy. Et il vous les dédicace devant vous? Oui, dans le salon. Cette dédicace est authentique. Nicolas Sarkozy l'admet. Pour Noël, merci pour tout, votre ami. Qu'est-ce que ça signifie? Le fait qu'il y a eu l'interview qui allait dans son sens. Le merci pour tout, c'est pour ça? Bien sûr. Sur ce point en tout cas, Nicolas Sarkozy est d'accord avec Noël Dubu. Merci pour tout. C'est parce que Madame Marchand me dit c'est grâce à lui que tout a été possible avec Takieddine. C'est juste pour le remercier de ce qu'il m'a apporté, une satisfaction personnelle. À l'issue de son audition,
Les juges ont mis en examen Nicolas Sarkozy pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'escroqueries en bande organisée et pour recel de subornation de témoins. L'ancien président n'a jamais répondu à nos demandes d'interview. Pour le trouver, retour au tribunal il y a 2 mois, le jour du délibéré du procès Big Malion. Monsieur le Président, les juges vous soupçonnent d'avoir eu un rôle dans la rétractation de Ziad Takieddine. Qu'est-ce que vous en dites? Pour avoir sa version, nous nous sommes tournés vers son avocat. Il conteste d'abord tout financement illégal de la campagne de 2007. Au sujet de l'interview de Ziad Takieddine, il affirme ensuite: Monsieur Nicolas Sarkozy est totalement étranger à l'organisation du reportage incriminé. Il nous assure enfin que son client n'est intervenu ni auprès de Michel Marchand, ni auprès d'Hervé Gattegno. À l'automne 2020, la petite bande en était persuadée. Le scoop de l'année allait faire bouger les lignes chez les juges. Mais rien ne s'est déroulé comme prévu. Ce qui se passe, c'est que l'interview et le scoop fait pchit. La majorité des médias disent que ça n'a aucune valeur juridique. Takieddine, il dit ça, mais le jour où ça aura de la valeur juridique, c'est si ça devant un juge. Après l'offensive médiatique, Noël Dubu, jamais à court d'idées, lance donc une contre-attaque, juridique cette fois. Juge, comment juger sans savoir où est la vérité? De retour à Beyrouth, 2 mois après l'interview, Noël Dubu retrouve Ziad Takieddine pour organiser ce qu'on appelle une sommation interpellative. Ils veulent acter officiellement devant un notaire les déclarations faites par Ziad Takieddine aux journalistes, puis les envoyer aux juges parisiens. Lorsque je propose l'idée de sommation interpellative à Mimi Marchand, elle me dit « je vais me renseigner auprès de Thierry Herzog ». L'avocat de Nicolas Sarkozy. Voilà. Et le lendemain ou le surlendemain, elle me rappelle, elle me dit « ok, c'est bon ». Ça laisse s'entendre que l'avocat de Nicolas Sarkozy a tout du moins validé l'idée de cette sommation interpellative. Je pense, oui. Mimi me donne des questions, d'accord, qui sont validées, je pense, d'après elle, par Thierry Herzog, bien évidemment. Donc les questions sont préparées. Thierry Herzog n'a jamais répondu à nos multiples sollicitations. Cette sommation interpellative, la voici. À la question 21, selon vous, M. Nicolas Sarkozy a-t-il touché un quelconque versement en provenance de la Libye pour sa campagne présidentielle de 2007 ? Ziad Takieddine répond: non, cela n'est pas possible, sinon je l'aurais su. Et cela serait très certainement passé par moi, puisque j'étais très proche des Libyens. À ce stade, un nouveau personnage apparaît dans le décor. Il est soupçonné d'avoir en partie financé ce second voyage. La liberté est le bien le plus précieux que nous ayons. David Layani est un riche et influent entrepreneur. Et ça n'est pas un inconnu pour Nicolas Sarkozy. Il a tellement d'ambition, ce jeune David, qui veut réussir ici. L'ancien chef de l'État l'a même distingué en 2019. Cher David Layani, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, vous êtes chevalier de l'ordre national du mérite. Bravo, bravo. David Layani, je l'ai rencontré 3 fois. Racontez-moi. Il faut de l'argent pour que je puisse partir au Liban, pour le voyage, pour les frais, pour tout. Pour la sommation interpellative, il vous faut de l'argent. Oui.
D'accord. Donc, David Layani va me demander combien j'ai besoin. Je dis, je sais pas. Et à un moment donné, David Layani me dit clairement, demain, j'ai rendez-vous avec Nicolas Sarkozy. S'il me donne son feu vert, je fais un virement. Et je le vois devant le bureau de Nicolas Sarkozy. Vous l'accompagnez quand il a rendez-vous avec Nicolas Sarkozy? Non, je suis dehors. Et donc vous le retrouvez quand il descend du bureau? Oui. Du rendez-vous? Oui. Qu'est-ce qu'il vous dit? Que c'est OK. Et que Nicolas Sarkozy va appeler Mimi Marchand et que Mimi Marchand va faire une facture à David Layani. Donc vous dites que c'est Nicolas Sarkozy qui a donné son feu vert pour que David Layani donne cette somme à Mimi Marchand pour financer votre voyage au Liban? Oui. Quelle est cette somme? Je vais apprendre après que c'était 72 000 € TTC. Le 3 décembre 2020 à 9h, Thomas Enlend écrit à David Layani. Hello David, à quelle heure ce matin et où puis-je te présenter mon ami? 11h50 à l'angle Miromesnil. Miromesnil, la rue où sont situés les bureaux de Nicolas Sarkozy. C'est aussi l'heure à laquelle l'ex-président reconnaît avoir reçu rapidement David Layani le 3 décembre 2020. Mais pour parler affaires, selon lui. À 13h28 le même jour, Thomas Enlend adresse ce message à David Layani. Merci David. 4 jours plus tard, OnePoint, la société du millionnaire, verse 72 000 € à Best Image, l'agence de photographes de Michel Marchand. David Layani, lui, il sait que les 72 000 €, c'est pour aller acter la rétractation devant notaire. Oui. C'est quoi son but, selon vous? Je pense que c'est un service rendu. Il faut quand même bien aimer Nicolas Sarkozy pour lui rendre des services qui coûtent 72 000 €, vous trouvez pas? Je pense que Nicolas Sarkozy est très aimé dans certains milieux. Je ne vais pas toucher 72 000, je vais toucher 20 ou 30 000, je ne sais plus exactement. Quelques jours plus tard, Noël Dubu reçoit via une société intermédiaire 24 000 € de Best Image. Motif de la facture: préparation des Jeux Olympiques de 2024. Prestation fictive, vraie facture, le montant est bon, mais l'intitulé n'est pas le bon. Est-ce que vous ne travaillez pas pour les Jeux Olympiques? Non, je suis très mauvais sportif. Aujourd'hui mise en examen pour complicité de subornation de témoins et association de malfaiteurs, l'homme d'affaires nous a répondu par l'intermédiaire de sa communicante de crise. La rencontre du 3 décembre 2020 entre David Layani et M. Nicolas Sarkozy portait sur la préparation d'un conseil d'administration dont ils sont membres. Elle affirme aussi que les 72 000 € étaient destinés à des prestations de relations publiques. Retour à Beyrouth pour la mission Sommation interpellative. Lors de ce second voyage, Nicolas Sarkozy est une fois encore au cœur de plusieurs échanges de textos. Alors que Noël Dubu a du mal à trouver un notaire au Liban, il reçoit un message de Mimi Marchand qui semble s'impatienter. C'est tous les jours demain soir. Je ne peux même pas expliquer ça à Zébulon qui peut facilement faire vérifier tout ça et qui ne va jamais y croire. Jamais. Je renvoie l'argent à David demain matin. Je ne veux en aucun cas être mêlé à une minable escroquerie. Le problème, c'est que Mimi, c'est tout de suite. Je ne peux même pas expliquer ça à Zébulon. Ça veut dire que Nicolas Sarkozy est parfaitement au courant de ce qui se passe. Bah là, oui. Là, oui. Nicolas Sarkozy est aussi, comme Mimi, très impatient. Ça va dans son sens, en plus. 4 jours plus tard, finalement, Noël Dubu parvient à ses fins. Depuis Beyrouth, Ziad Takedine signe un document actant sa rétractation, aussitôt envoyé au parquet national financier. Et le 24 décembre 2020, Mimi Marchand envoie son cadeau à Carla Bruni. Un mail intitulé « Joyeux Noël ». En pièce jointe, la dépêche de l'agence France Presse qui relate cette sommation interpellative. Au même moment, l'esprit de Noël semble aussi gagner le marchand de biens, Pierre Reynaud.
Le 25 décembre 2020, vous demandez à Noël Dubus... Allô, le pompier de la 5e République. Tu dois sauver le soldat BH. C'est qui? Brice. Ah ok, on en reparle demain. Vous parliez de Brice Hortefeux, lui aussi mis en cause dans le financement illégal de la campagne électorale de 2007? Oui. Oui, je parlais de Brice Hortefeux, que je ne connais pas. Un de mes amis de Brice Hortefeux, m'a dit, force est de constater que parce que ça n'avait pas encore sauté l'histoire. Dubus, c'était le futur président de la 5e République, c'était la nouvelle Marianne. Qui est-ce qui vous demande de sauver Brice Hortefeux? C'est pas très important. C'est un ami de Borloo. C'est un ami de Borloo, vous dites? Non, c'est vous qui le dites, c'est pas moi. Si vous avez dit un ami de Borloo. Non, c'est vous qui le dites, c'est pas moi. J'ai pas prononcé le nom de Borloo. On peut réécouter? Bah, vous l'avez dit, j'en suis sûr. Vous l'avez dit? Ouais. Hein? On peut arrêter 2 secondes? Pierre Reynaud, 1. Qu'est-ce qui vous a demandé? Jean-Louis Borloo. De sauver? Non, il m'a pas demandé de sauver. Il m'a dit, force est de constater que Dubus a réussi. Si Takedine pouvait faire une petite déclaration pour sortir Hortefeux, ça serait pas trop mal. Borloo, c'est un ami? Jean-Louis Borloo? Oui. Déjà que j'étais pas en bon terme avec Jean-Louis, je vais être fâché. C'est pas très grave. Oui, Jean-Louis Borloo. Bonjour, monsieur Borloo. Nous lui avons raconté en détail tout ce que vous venez de voir. Nous vous l'épargnons. Mais reprenons à la fin, au moment du lapsus de Pierre Reynaud. Écoutez, les mecs, ils racontent ce qu'ils veulent pour rendre crédit dans les adresses. Pierre Reynaud, vous le connaissez? De très très loin. Lui m'a dit que vous étiez amis, mais vous le démentez? Pas du tout. C'est pas non plus un ennemi. Je l'ai croisé une fois dans ma vie. Mais en tout cas, lui, il vous a jamais parlé de Ziad Takedine? Ça va pas. Tout ça me paraît bien opaque. Brice Hortefeux conteste avoir eu un rôle dans l'affaire libyenne. Il nous assure ne pas avoir connu Pierre Reynaud et n'avoir jamais entendu parler de cet hypothétique sauvetage qui n'a pas abouti. L'opération Sauver Sarko, elle, a fait long feu. C'est un naufrage. Nicolas Sarkozy en sort avec 2 mises en examen supplémentaires. Je le connais bien, j'ai travaillé avec lui pendant 15 ans et je peux vous assurer que c'est pas quelqu'un d'angoissé. Malgré tout, ces lieutenants de la première heure sont toujours là pour le défendre. Les affaires judiciaires, ça fait beaucoup. Laissez la justice faire son travail. Mais ça fait toujours été sur cette position-là. Laissez la justice faire son travail, on verra ce qu'il en sera. Il est aux abois, Nicolas Sarkozy, aujourd'hui? Non, mais pourquoi? Pour quelle raison? Vous savez, je vais vous dire une chose. Laissez la justice faire son travail. On aura l'occasion d'en reparler. Nicolas Sarkozy, victime d'un acharnement des juges, c'est la ligne de défense que l'ancien président diffuse jusqu'à la première dame. À l'été 2021, une conversation entre Brigitte Macron et Mimi Marchand est captée par les enquêteurs. La reine des paparazzis sort alors d'1 mois de prison dans le cadre de l'affaire de la rétractation. Comment t'as tenu? C'était très dur. Très très dur, Brigitte. Ouais, c'est abominable. Tout ça, c'est contre Sarko. À un moment, il va bien falloir que ça s'arrête quand même. Mais lui, il m'avait dit que depuis l'affaire d'Outreau, ils avaient décidé d'avoir sa peau. Il a dit qu'il fallait une suppression du juge d'instruction, une fois il m'en a parlé. Et à partir de ce moment-là, il m'a dit ils ont décidé d'avoir ma peau. C'est terrible. Ça a été terrible. Je ne sais même pas comment il tient.
Et ce n'est pas fini. Dans 9 mois, il a de nouveau rendez-vous avec la justice. Le très épineux procès du présumé financement libyen de sa campagne de 2007. Monsieur le Président, les affaires judiciaires s'accumulent. Quel est votre état d'esprit? Toujours combatif? Bonsoir Henri Guénaud. Bonsoir. Vous êtes un très proche de Nicolas Sarkozy. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous étiez sa plume et son conseiller spécial à l'Élysée. Il a de drôles d'amis parfois, l'ancien président, non? Alors, de qui parle-t-on? Est-ce que ce sont les gens les plus louches qu'on a vu passer dans le documentaire, ou bien ces gens qui font partie d'un monde qui n'est pas le mien, mais qui est le monde du tout Paris. Quand il reçoit dans son bureau Mimi Marchand, Noël Dubu, David Layani, c'est un drôle d'aréopage, non? Mimi Marchand que je ne connais pas, mais qui manifestement connaît tout Paris et tout le monde, c'est rien d'absolument étonnant. Les autres personnages sont parfois étonnants, mais on ne rencontre pas forcément, quand on est dans sa position, que les gens qu'on a envie de rencontrer. Parfois, quelqu'un vous amène quelqu'un d'autre, et je pense qu'il n'a pas... Il reçoit qui veut dans son bureau, quand même. Il reçoit qui veut, mais il ne sait pas forcément... Enfin, je veux dire, vous ne demandez pas une fiche des services de renseignement quand vous êtes un ancien président de la République, à chaque fois que vous amène quelqu'un dans le bureau. Enfin, voilà. Après avoir vu notre enquête, vous diriez que Nicolas Sarkozy est peut-être allé un peu trop loin pour essayer d'éviter un procès dans l'affaire libyenne? Non, alors ça, moi, je ne crois pas du tout. Alors, dans toutes ces affaires, il n'y a pas de preuve. Voilà, moi, je pense qu'il va falloir réfléchir à l'avenir sur le statut de la preuve dans les procédures judiciaires. Mais là, on voit des gens qui se rencontrent. Moi, je ne peux pas imaginer un instant que Nicolas Sarkozy peut, de près ou de loin, se mêler d'une affaire qu'il appelle lui-même de pied nickelé. Enfin, on voit bien, c'est une... Alors, il y a quand même des preuves, des éléments matériels. Vous avez vu ces SMS où on parle de Inès, de Zébulon, parfois. Oui, on a vraiment c'est pas lui qui parle de Zébulon, ce sont les pieds nickelés là, qui distribuent des noms d'oiseaux. On voit qu'il a l'air de surveiller ça de très près à distance, voire d'être à l'initiative de certaines démarches. Il a l'air, ça c'est une façon de regarder l'histoire. Hein. Moi, encore une fois, je n'en sais rien, je ne suis pas son avocat et je ne suis pas le magistrat instructeur. Mais moi, je n'arrive pas à l'imaginer suivre une affaire de ce genre, essayer de l'organiser ou de la manipuler. Qu'est-ce qui pourrait vous faire changer d'avis? Est-ce qu'à un moment, imaginons qu'il soit condamné dans cette affaire ou dans l'affaire du présumé financement libyen de la campagne de 2007, est-ce qu'à un moment, vous pourrez dire « oui, je me suis trompé sur l'homme que j'ai soutenu pendant longtemps » ? Il faudrait des preuves. Des preuves, oui. Moi, Non, mais il y a aussi des indices graves ou concordants, et en l'occurrence, là, alors, les indices graves et concordants, ça permet au juge d'instruction d'envoyer au procès. Ce ne sont que des indices graves et concordants. Ce ne sont pas des preuves. On ne condamne pas sur des indices graves et concordants. Bien sûr, mais le fait qu'il soit renvoyé devant le tribunal après 10 ans d'enquête dans cette affaire du présumé financement libyen de la campagne de 2007, les juges écrivent, il ressort des investigations que plusieurs proches de Nicolas Sarkozy ont, avec constance, agi en qualité d'intermédiaire. Ils citent Claude Guéant et Brice Hortefeux, que vous connaissez bien, ont agi en qualité d'intermédiaire pour obtenir des soutiens financiers des autorités libyennes. Ces agissements qui, pour la plupart, étaient initiés par des proches de Nicolas Sarkozy, ne pouvaient par nature être engagés sans l'aval et la parfaite connaissance de ce dernier. Est-ce que, lorsque vous voyez les magistrats professionnels qui écrivent ce genre de choses, qui sont argumentés, il y a 500 pages d'ordonnances. Les magistrats sont toujours professionnels et les magistrats sont des hommes comme vous et moi. Donc, il s'agit de leur intime conviction. Je ne mets pas en doute leur intime conviction, mais... pas seulement. Ils s'appuient sur des perquisitions, sur des écoutes téléphoniques, sur des éléments matériels également. Là, on s'est beaucoup appuyé sur ces histoires libyennes et puis cette affaire, encore une fois, de pied nickelé aussi. Des transactions financières. Sur des déclarations des uns et des autres. Et la plupart de ces témoignages sont quand même sujets à caution compte tenu des personnages qui font ces déclarations. Donc, voilà, les juges sont convaincus que tout ça forme un faisceau d'indices graves et concordants. Ils l'envoient devant le tribunal. Après, le tribunal... Moi, je ne peux pas arriver à croire qu'ils ont raison
connaissant l'homme qu'est Nicolas Sarkozy. Mais il y a un autre élément troublant qui avait été révélé par nos collègues de Mediapart il y a quelques années. C'est un SMS qui avait été échangé entre deux personnes que vous connaissez bien, Rachida Dati et Brice Hortefeux. Ils étaient tous les deux ministres quand vous étiez conseiller spécial à l'Élysée. Et Rachida Dati, qui ne s'entend pas très bien avec Brice Hortefeux, lui a envoyé en 2013 « Salut le facho, soit tu me lâches, soit je vais dénoncer l'argent liquide que tu as perçu pour organiser des rendez-vous auprès de Sarko lorsqu'il était président, des relations tout aussi liquides que tu as eues avec Takiedine. » Là, d'abord, elle met en cause Brice Hortefeux, ça c'est leur problème, si j'ose dire, mais elle ne dit pas qu'il a récolté de l'argent pour Nicolas Sarkozy. Elle dit, là, qui est quand même une accusation très, très lourde, elle dit qu'il a reçu de l'argent pour organiser des rendez-vous. Vous pensez que Brice Hortefeux a pu avoir des relations liquides avec Ziad Takiedine ? Il n'y a aucun élément pour le penser, sauf le message de Rachida Dati. Voilà, moi Ça veut dire qu'il y avait peut-être des rumeurs qui circulaient au sein du gouvernement ? Elles ne sont jamais venues jusqu'à moi, en tout cas. Non, mais très sérieusement, quoi. Voilà, je ne sais pas quel était le degré d'intimité entre Brice Hortefeux et M. Takiedine. Je ne sais pas quelles étaient les relations financières ou monétaires entre les deux. Voilà, je n'en sais rien. Si je lis entre les lignes, vous dites qu'il est possible que Brice Hortefeux ait eu des relations liquides avec Ziad Takiedine, je n'ai pas dit ça, j'ai dit que je n'en savais rien. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je n'en sais rien. Mais c'est pas impossible. Ce qui est certain... c'est impossible concernant Nicolas Sarkozy, mais c'est possible concernant Brice Hortefeux. Ce qui est dit là est quand même une mise en cause de Brice Hortefeux. Moi, je n'en sais rien et je me refuse totalement à émettre la moindre hypothèse sur ce sujet. Vous en avez parlé avec l'un et l'autre, avec Rachida Dati, avec Brice Hortefeux, quand c'est sorti, non ? Non. Ça vous intéresse pas de savoir ce qu'il en est ? Non. Bon, quand même. Mais non. Vous étiez à l'Élysée à l'époque. Savoir si votre ministre de l'Immigration a vendu des rendez-vous pour Nicolas Sarkozy ou s'il a eu des relations avec Ziad Takiedine, c'est intéressant. Non. Non, c'était pas mon rôle. Et vous n'êtes pas très curieux quand même. Non, mais moi, ça m'intéresse pas. Moi, je veux dire, il y avait quand même beaucoup de choses plus intéressantes. La crise financière, la crise de l'euro, la Géorgie. Enfin, voilà, moi, ce sont les choses qui m'intéressent. Non, mais je cherche pas du tout à éluder votre question. Ça ne m'intéresse pas. Mais d'où elle vient, cette affaire libyenne, alors ? Ben ça, c'est une vraie question. Je sais pas, moi, pour l'instant, je constate qu'on n'a pas trouvé l'argent. On a retrouvé certains flux financiers, quand même. Ouais, enfin, on n'a pas trouvé grand-chose. Hein. Au début, on est parti sur des dizaines de millions d'euros, 50 millions d'euros, je crois. Enfin, on prend les 50 millions et finalement, on a retracé 7 millions d'euros. Ça ne disparaît pas comme ça. Voilà, je pense que Nicolas Sarkozy, encore une fois, n'était pas assez fou pour aller faire financer délibérément sa campagne présidentielle par M. Kadhafi, dont on savait qu'il était quand même... ça aurait été extraordinairement dangereux. Vous étiez là pendant la campagne de 2007. Est-ce que vous avez vu beaucoup d'argent liquide ? Il y a plusieurs témoigges qui vont dans ce sens-là, dans le dossier. Moi, je n'ai pas vu d'argent liquide. Je ne me suis pas occupé des problèmes de financement. Voilà, vous n'étiez pas payé en liquide, vous, à l'époque ? Non, je n'étais pas payé en liquide à l'époque, non. On entend Franck Louvrier, qui est un très proche également de Nicolas Sarkozy, dans le reportage, expliquer qu'il faut s'en remettre à la justice. Pour l'instant, il y a eu 4 procès concernant Nicolas Sarkozy. Dans l'affaire Big Malion, en première instance et en appel, 2 fois condamné. Dans l'affaire des écoutes, dite Paul Bismuth, condamné en première instance et en appel pour corruption. 4 procès perdus, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'institution judiciaire a décidé qu'il était coupable. En tout cas, quand tous les recours seront épuisés. Parce qu'il est allé en cassation dans les 2 procédures. Donc il y en a encore beaucoup. Il n'y a aucune décision définitive pour l'instant, mais est-ce que pour vous, pour Henri Guénaud, Nicolas Sarkozy est coupable des faits qui lui sont reprochés ? Non, la justice l'a décidé. Moi, ça ne change pas mon jugement sur l'homme. Voilà. Pour l'instant, je ne pense pas qu'il soit capable de faire ce dont on l'accuse. Les jugements ne sont qu'une vérité judiciaire et pas la vérité avec une majuscule. Ça, c'est quand même, c'est la moindre des choses. Moi, j'ai une conscience et ma conscience me dit des choses que la conscience du juge ne lui dit peut-être pas. D'ailleurs, il y a une réflexion à engager sur
sur le fonctionnement de l'institution judiciaire, sur les principes sur lesquels repose notre justice. Qui est insuffisamment indépendante, vous pensez? C'est pas un problème d'indépendance, parce que... Ou qui est trop indépendante, peut-être? Non, enfin, il y a l'indépendance du juge, c'est l'indépendance du juge dans son jugement, mais ça devrait être aussi l'indépendance du juge par rapport à ses a priori, à ce qui est certainement quelque chose de surhumain. Si ça n'est pas un problème d'indépendance des juges, ils ont quel problème, les juges, avec Nicolas Sarkozy, et pourquoi il est renvoyé devant le tribunal dans autant d'affaires? C'est peut-être parce qu'ils ne sont pas tous indépendants de leurs propres préjugés. Voilà. C'est la justice qui a un problème avec Nicolas Sarkozy et pas l'inverse? Les deux. Non, mais les deux. Vous ne pouvez pas être poursuivi en n'ayant pas, vous, un problème avec la justice. La justice, encore une fois, elle est humaine. Si elle est humaine, elle est faillible. Que les hommes ne sont pas parfaits. Et donc la justice n'a rien de parfait. Voilà. Et il faut l'admettre. Il faut l'admettre. On a l'impression que parfois, il y a un double discours, que dans les délits de droit commun, il faut restaurer l'autorité, respecter la justice. Et quand il s'agit de la délinquance en col blanc ou d'affaires de probité en politique, on se permet davantage de critiquer les juges et la justice. Non, on la critique aussi pour la délinquance, et notamment... Mais vous dites au contraire, justement, pour la délinquance, il faut restaurer l'autorité. Oui, bien sûr, oui. Il faut restaurer l'autorité. C'est pas l'autorité du juge qu'il faut restaurer, c'est l'autorité tout court. Voilà, je pense qu'il y a une différence de nature, malgré tout, entre ce que vous appelez la délinquance en col blanc, qui mérite d'être poursuivie, punie, etc. Je pense que ça n'est pas la même chose d'essayer de faire brûler un policier dans sa voiture en bloquant les portes et en utilisant des cocktails Molotov, ou d'assassiner son copain de classe à coups de barre de fer. Voilà, je pense que ça... Je pense qu'aujourd'hui, il y a... Les atteintes à la probité, c'est moins grave, ça que vous dites? C'est pas moins grave, c'est différent, c'est d'une nature différente. C'est-à-dire, encore une fois, tout dépend de ce que sont les atteintes à la probité, quelles sont leurs conséquences. Mais je crois qu'aujourd'hui, le problème majeur, ceux qui menacent le plus l'ordre social, qui menacent le plus la démocratie, c'est le développement terrible de la violence physique. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, c'est toujours un ami? Oui. Vous le voyez souvent? Bon, ça dépend des moments. Il va comment? Il vit comment, toutes ces affaires? Comment voulez-vous? Vous pensez que quelqu'un peut bien vivre toutes ces affaires? Que tout ça soit justifié ou injustifié? Enfin, personne ne peut vivre bien tout ça. Alors, il est combatif, puisqu'on m'a posé la question, il n'a pas répondu. Moi, je peux vous répondre à sa place. Il est combatif parce que c'est dans sa nature. Comment vous vivez, en tant que fidèle de Nicolas Sarkozy, son rapprochement avec Emmanuel Macron? Moi, je suis en désaccord avec ce choix politique. Après, le choix humain est une autre affaire, encore une fois. Il peut très bien... Vous pensez que c'est un choix davantage humain que politique? Je pense qu'il y a les deux. C'est-à-dire, après une relation assez difficile avec son successeur, il a trouvé dans François Hollande, je pense qu'il y a eu, de la part d'Emmanuel Macron, une considération, un respect. La relation entre Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron, elle peut être un peu intéressée au vu de toutes ces affaires judiciaires aussi? Non, je ne crois pas que le président de la République, quel qu'il soit, ait la moindre influence sur l'institution judiciaire. Voilà. Et Nicolas Sarkozy le sait très bien. Et il peut l'espérer peut-être, non? Mais non, il sait très bien comment fonctionne l'État, comment fonctionnent les institutions, a fortiori aujourd'hui. Ça a pu être vrai il y a très 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 longtemps, mais ça n'est plus possible, ça n'est même pas pensable. Il y a quelques jours, Nicolas Sarkozy a été interviewé par nos collègues de BFM. On lui a demandé si Gabriel Attal, avec qui on le compare souvent, ferait un bon président de la République, et voilà ce qu'il a répondu. Ça, c'est une longue aventure. Quand je vous demande s'il a des qualités, vous m'avez pas dit non, vous m'avez dit c'est une longue aventure. Oui, bien sûr qu'il a des qualités. Vous pensez, comme Nicolas Sarkozy, que Gabriel Attal a les qualités pour être un bon président de la République? Écoutez, je ne sais pas ce qu'il en sera dans 20 ans. Si vous me demandez si je suis prêt à voter pour M. Attal en 2027, je vous réponds non. Vous voterez pour qui en 2027? Je n'en sais rien, je ne sais pas qui sera candidat. Et vous aimeriez avoir qui comme candidat, à part Nicolas Sarkozy? Je ne vois personne pour l'instant. Voilà. Je ne vois personne pour l'instant qui soit à la hauteur de la tâche, c'est-à-dire qui soit capable d'affronter la crise à la fois de la démocratie, la crise
de civilisation, la crise mondiale auquel nous sommes confrontés. Je trouve que personne aujourd'hui n'a pris la mesure de la gravité de la situation et personne ne traite la politique avec la profondeur nécessaire pour affronter de telles crises. Eh bien, merci beaucoup Henri Guénaud d'avoir accepté cette interview. Merci à vous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Ce soir, à la rédaction en chef, c'était Hugo Plagnard et Séverine Lebrun. Jérôme Plessis à la réalisation des plateaux. À leur préparation, je remercie Caroline Durand et surtout Jeanne d'Anglejean qui nous quittent pour de nouvelles aventures et que nous allons beaucoup regretter. Tout de suite, c'est Nous les Européens, présenté par Éléonore Gay. Excellente fin de soirée à tous sur France 2.